Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur On se fait une toile. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un film, encore une fois, devenu culte. On plonge dans l'univers de Touch of Evil, ou alors La soif du mal pour les puristes, un chef-d'œuvre noir, tordu et visionnaire, qui a failli ne jamais voir le jour comme son créateur l'imaginait. Nous en reparlerons bien sûr un peu plus tard. Installez-vous confortablement, prenez une bonne boisson, on rembobine l'histoire d'un film maudit devenu culte. On se retrouve tout de suite après le générique. Difficile de résumer l'histoire de La soif du mal, tant Orson Welles a pris un soin tout particulier à mélanger les lieux, à accumuler les strates, à accumuler les personnages, partir d'un côté, revenir de l'autre. Bref, tout ça va bien sûr trouver un sens, mais pour le résumer, en fait, je dirais simplement qu'à Los Robles, une ville frontalière entre le Mexique et les États-Unis, un notable américain meurt dans un attentat d'une voiture piégée. L'enquête qui va suivre va interposer Vargas, un haut fonctionnaire mexicain, et Killian, le chef de la police locale américaine, et à travers eux, deux conceptions de la justice. Killian obéit à son intuition et forge des preuves pour faire condamner celui qu'il croit coupable, et Vargas, lui, est bien décidé à le dénoncer. Je ne vous parlerai donc pas des sous-intrigues, je vous laisserai découvrir au moment du visionnage, car j'espère que je vous donnerai l'envie de voir ce film. C'est le but. Alors oui, on est sur un film, vous l'avez compris, de Orson Welles. Vous l'avez compris, on a une très belle distribution. On est en 1957. On a Charlton Heston, on a Joseph Cotten dans un tout petit rôle. Bien sûr, la magnifique Janet Leigh, particulièrement belle dans ce film. On a une apparition sur 2-3 scènes de Marlène Dietrich. Bref, un très beau casting pour ce film noir. Hors norme. Alors oui, je dis film noir hors norme, mais le studio, lui, voulait un simple polar de série B, et c'est devenu une œuvre mythique, maudite, démontée dans un premier temps par le studio, mais ressuscitée des années plus tard, un film où les coulisses sont aussi fascinantes que ce qu'on voit à l'écran. À la base, Orson Welles n'était même pas censé réaliser ce film. Universal voulait juste qu'il joue un flic corrompu. Mais Welles, en magicien du système D, a flairé le bon coup. Il a dit qu'il voulait bien le jouer, mais qu'il aimerait aussi le réaliser. Et comme le budget était assez rikiki, le studio a accepté. Jackpot, Welles récupère le projet, s'enferme avec le script, le réécrit en douce, transforme ce petit polar en un manifeste baroque. Alors on peut lire ici et là qu'il a suggéré au studio de lui donner le plus mauvais script qu'ils avaient à tourner et que lui, il se ferait un plaisir de le mettre en boîte. Ça contredit un peu l'hypothèse
qui était mentionné juste avant. Mais toujours est-il que dans la fameuse scène d'introduction, la caméra ne cligne pas des yeux pendant plus de 3 minutes. Un plan séquence qui est entré dans les annales depuis bien longtemps. Bienvenue dans l'un des plus grands coups de maître du cinéma noir. That bomb came from the Mexican side of the border. Car did. Captain, you won't have any trouble with me. You bet your sweet life I won't. What do you really know about this Vargas? He's gonna wishing he and that wife of his had never been born. Vargas' wife? This is Mexican territory. What can we do? Policeman's job is only easy in a police state. That's the whole point. You're supposed to enforce the law. What did you do with her? Where is my wife? Wrong. You short of dynamite? Comme le tic-tac de la bombe posée dans la voiture piégée, le compte à rebours invisible est lancé et Orson Welles, au sommet de son génie, nous concocte un film qui en surprendra plus d'un. Dès la première scène donc, il envoie un message à tout le monde. Je suis là et je vais vous en mettre plein la vue. 3 minutes 30 de pure chorégraphie. Une caméra qui suit une voiture piégée à travers une frontière dans une tension insoutenable. Pas de coupe, un balai millimétré entre les figurants, le dialogue, les effets, le suspense. C'est une ouverture des plus mythiques du cinéma et pourtant le studio voulait juste un petit film de série, mais efficace pour passer le dimanche soir. Vous imaginez ? Le studio ne désirait pas forcément Orson Welles pour réaliser le film, mais un quiproquo avec Charlton Heston joua en sa faveur. En effet, l'acteur pensant que ce serait Welles à la main-d'œuvre, eh bien, il a accepté le rôle. Donc le studio, pour faire bonne figure, a dit OK, on va un peu contraint quand même. Hein. Eh bien, il a dit on va quand même engager Orson Welles pour réaliser ce film. Marlène Dietrich viendra faire une journée de travail uniquement pour faire plaisir à son ami Welles. Il n'avait prévenu personne, mais ses rares apparitions sont magnifiques dans le film et elles ne nuisent pas à l'intrigue. En plus de ça, Janet Leigh tourne des scènes difficiles de séquestration assez glauques dans un motel isolé et inquiétant qui sera précurseur de son avenir avec 2 ans plus tard la fameuse scène culte de Psychose. This was her wedding night. Where was the man she had married? Who were these hoodlums? Hold her legs. Charlton Heston, pour l'occasion, est grimé en mexicain, moustache assez touffue et une peau tannée pour être crédible dans ce rôle. Enfin vient au milieu de tout ça Orson Welles qui dirige ce beau monde en surpoids, déguisé d'un lourd maquillage, transformant son visage avec des prothèses, un maquillage qui nécessite 4 heures de pause par jour, comprenant les prothèses et autres habileté, on va dire, des maquilleurs. On a déjà parlé du plan séquence qui est d'une prouesse technique, même s'il a été refait à maintes reprises avant d'arriver à cette fameuse scène d'ouverture. Il y a aussi de l'innovation, par exemple, avec cette voiture roulant dans les rues étroites où l'on fait face aux acteurs. Pas de transparence pour l'occasion et c'est la première fois que ce procédé est utilisé. Ils avaient attaché la caméra sur le capot et ça filmait les acteurs réellement en train de conduire. Et ça ne paraît rien, mais c'était la première fois qu'on voyait ça dans un film. Tous les plans de voiture, les acteurs n'ont pas le droit de tourner parce que les assurances américaines interdisent aux acteurs de jouer et de conduire en même temps. May I ask you a personal question? I've been hoping you would.
Ça a été tourné en studio aux États-Unis, mais nous avons fait toutes les transparences. Les paysages qui défilent ont été tournés plus tard et intégrés en studio. Revenons un peu en détail sur les 2-3 points que nous avons déjà mentionnés. La scène d'ouverture a nécessité une nuit entière de tournage. Plusieurs prises ont été nécessaires, principalement à cause d'un acteur, celui qui jouait le douanier, qu'on ne voit quasiment pas d'ailleurs dans la scène, mais qui n'arrêtait pas de se tromper dans le texte. Quand l'horizon a commencé à poindre, eh bien Orson Welles a dit « Écoutez, on va essayer de la refaire une dernière fois ». Et ensuite, il s'est tourné vers ce fameux acteur et lui a dit « Si vous oubliez votre texte, bougez les lèvres et on vous fera doubler plus tard. Mais surtout, ne dites pas « Excusez-moi, monsieur Welles ». Vous bougez les lèvres et c'est tout. Et cette scène, en fait, eh bien, c'est celle qu'on voit dans le film. L'agent de Janet Leigh a d'abord refusé la participation de son actrice à ce film en raison du faible salaire proposé, sans même consulter l'actrice. En même temps, Orson Welles a anticipé la situation, il a envoyé une lettre personnelle à l'actrice en lui disant combien il serait réjoui de leur collaboration. Janet Leigh, furieuse, a confronté son agent en lui disant que d'être réalisé par Orson Welles était plus important que n'importe quel salaire qu'elle aurait pu prendre. Et on comprend mieux aussi pourquoi Marlène Dietrich avait accepté de tourner une journée avec Orson Welles gratuitement. En tout cas, avec un salaire de base minimum. Et à la fin, le studio, en fait, ils ont découvert au moment des rushs qu'elle était dans le film. Ils n'étaient même pas au courant. Welles ne l'avait dit à personne. Donc cette scène apparaît dans le film, et bien sûr le studio, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien il a voulu mettre le nom de Marlène Dietrich en grand sur l'affiche, ce qui a occasionné le fait qu'il a fallu la payer. Mais malgré tout, ils avaient leur nom sur l'affiche. Le film a entièrement été tourné dans des rues réelles, à l'exception de la scène de 10 minutes à peu près dans l'appartement avec le vendeur de chaussures mexicain, qui est en fait tourné dans un décor de studio. D'ailleurs, le studio, en l'occurrence, avait déjà fait construire des nouveaux lieux sur ses propres terrains pour tourner ce film. Mais Orson Welles, lui, a insisté pour tourner dans les vraies villes, choisissant Venice en Californie, n'ayant pas pu obtenir, entre guillemets, le droit de tourner à Tijuana. Il a même déclaré que c'était un des tournages les plus amusants qu'il ait jamais fait, car il n'y avait pas tous les gens du studio, il n'avait pas été gêné par les interférences jusqu'à la fin du film. Orson Welles a été retiré effectivement du montage car il était trop long pour monter son film et il était parti aussi sur un autre projet au Mexique, donc ça retardait le studio. Donc le studio a fait retourner quelques scènes et il s'est évertué à monter cette version que eux imaginaient meilleure. Et il faudra attendre d'ailleurs 1998 pour que le film soit remonté tel que Orson Welles l'aurait désiré. C'est d'ailleurs cette version que l'on trouve sur le DVD aujourd'hui ou sur le Blu-ray. Charlton Heston, lui, avait refusé de refaire des prises dans le dos de Orson Welles. Il voulait que ce soit Orson Welles qui refasse les prises. Mais on a demandé à un autre réalisateur de les faire. Et donc, comme Charlton Heston ne voulait pas le faire, il a fait prendre du retard au studio. Et en punition, le studio lui a mis une amende de 8 000 $. Et donc, il a été forcé et contraint d'aller quand même faire ces fameuses scènes. On le sait, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, Orson Welles était un féru de théâtre. Il a commencé par le théâtre, il a fait de la radio avant d'aller au cinéma. Et donc, il a obligé ses acteurs à commencer par des répétitions. Cela a duré 2 semaines. C'était assez inhabituel. Il les a sollicités pour improviser, pour réécrire certains dialogues. Et Welles, avec cette répétition, a créé un élan de participation créative, d'énergie autour des acteurs. Ils étaient tous impliqués dans l'événement qui allait être soi-disant merveilleux. Welles a déclaré que son objectif avec ce film était de rendre le public furieux avec l'intrigue, de la même manière que Howard Hawks avec Le Grand Sommeil de 1946. Et il ne s'était pas trompé, car l'histoire est devenue encore plus confuse après le remontage du film par le studio. Il a fallu pas moins de 4 monteurs pour se succéder et monter ce film. Donc vous imaginez le chantier.
Il a rédigé d'ailleurs un mémo de 58 pages pour que le studio conserve le côté sombre de son œuvre, la noirceur qu'il avait voulu insuffler à son œuvre, à son film. Ce qu'il voulait aussi, c'est que le générique apparaisse à la fin du film, afin de ne pas distraire le spectateur avec ce long plan séquence initial. Son souhait ne sera pas exaucé à la sortie du film en 58. Par contre, au remontage de 1998, là oui, le générique est à la fin et la séquence d'ouverture est intégralement sans titre, sans bande-annonce, sans rien, ce qui effectivement nous plonge tout de suite dans le film. Il avait entièrement raison. Orson Welles était un petit malin et il a beaucoup tourné ce film de nuit. Et savez-vous pourquoi en fait? Tout simplement parce qu'Orson Welles voulait se protéger des espions du studio. Indiscret dès le premier jour du tournage, ils étaient présents. Il a fait bonne figure, ils ont vu qu'il tournait dans une bonne cadence, sans prendre de retard, et donc ils ont déserté le studio. Et ensuite, eh bien, il a fait en sorte de tourner la nuit. Alors ça se prêtait par rapport au film, et ça les a complètement dissuadés de revenir voir ce qu'il faisait. Donc il avait les coups des franches. Toujours selon Joseph Cotten, d'ailleurs, le film a été réalisé en 39 jours pour un budget final de 900 000 $, sachant que le salaire d'Orson Welles pour refaire le scénario, être acteur et réalisateur a pris 125 000 $ dans ce film. Dans la première moitié du film, lorsque Killian rend visite à Tiana, vous verrez, jouée par donc Marlène Dietrich, il y a une tête de taureau imposante, un gros trophée accroché au mur. On pourrait imaginer qu'elle est là pour nous faire penser à cet inspecteur. En parallèle, il est meurtri, presque terrassé, comme ce taureau. La force qui n'est plus, et à côté de celle-ci, il y a des banderilles pointées vers le taureau. Lors de la visite chez Tania, dans la seconde partie du film, Killian aperçoit le reflet de Vargas à côté des portraits encadrés des matadors, l'associant ainsi à Vargas. C'est lui qui va terrasser Killian. Celui-ci se lève alors, la tête de taureau devient derrière lui, et avec l'angle de vue qui est donné, on a l'impression que les banderilles sont plantées dans le cou du taureau. Si vous pensez encore que Welles a fait ce film à la légère, eh bien vous vous trompez. Tout est réfléchi, tout est bien pensé, chaque angle, chaque prise de vue, chaque travelling, tout est réfléchi et tout donne sens. Charlton Heston, Janet Leigh, I could love being corny if my husband would only cooperate. Orson Welles, co-starring Joseph Kalea, Akim Tamirov, with guest stars Marlene Dietrich, Zsa Zsa Gabor. What are you trying to do? We're trying to strap you in the electric chair, boy. Only the offbeat, original, creative powers of Orson Welles could bring you so suspenseful, so gripping, so different a drama of love threatened by vengeance. Mike may be spoiling some of your fun. Mike? My husband, yeah. And if you're trying to scare me into calling him off, let me tell you something, Mr. Grandy. I may be scared, but he won't be. Of a struggle between titans. You framed that boy. Framed him! La soif du mal est le premier film qu'Orson Welles tourne à Hollywood après un séjour de 10 ans en Europe. Ce sera aussi le dernier. Le studio qui lui a déjà retiré le montage de La Splendeur des Amberson en 42, de La Dame de Shanghai en 47, fait exactement la même chose avec celui-ci. Donc Welles reprend en quelque sorte le sujet de ses œuvres précédentes, comme dans Citizen Kane en 1941, il montre l'échec d'un homme puissant, autoritaire, dont la perte du sens des réalités va de pair avec la perte d'intégrité. Dès le départ, Welles donne à son personnage une monstruosité fascinante qui laisse malgré tout transparaître la tragédie de toute son existence, à savoir le souvenir douloureux de sa femme assassinée et dont le meurtre est resté impuni. Tandis qu'il ressemble à un patriarche massif d'une époque révolue, son jeune rival, Vargas, Charlton Heston, avec son dynamisme franc, est ouvert,
incarne le progrès, mais la supériorité morale du Mexicain commence à vaciller dès l'instant où on s'attaque à sa vie privée. Lorsqu'il s'aperçoit que sa femme est en danger, il emploie à son tour des méthodes fort contestables. Vous vous doutez bien que les critiques sont assez élogieuses sur ce film. Est-il nécessaire de revenir sur ce plan séquence du début du film? Magnifique entrée en matière où l'on suit cette voiture, puis ce couple, puis les deux qui se croisent, qui s'éloignent, et boum, le chaos, le bruit, le désordre, les sirènes, jouant sur le côté pile, le côté face, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la frontière. On y croise tout de suite les parties prenantes qui vont se croiser durant tout le film. Manière d'introduire tous les personnages avec efficacité. Tout le reste va se dessiner dans un petit périmètre autour de cette frontière bien peu étanche, où les relents de racisme vont et viennent dans une société somme toute dépravée de toutes parts. Ce n'est pas un film noir, comme on peut l'entendre, c'est un film sombre, comme le voulait Orson Welles. Il a toujours été singulier, d'où sa légende. Mais ici, il croque des personnages qui ont tous une personnalité forte. Dans le peu de temps que nous passons avec eux, on sent bien qu'ils ont une histoire, un passé qui les hante. À commencer, bien sûr, par l'inspecteur interprété par Welles, peu d'estime de soi-même pour se montrer sous son plus mauvais jour. Gros, grossier, buveur, menteur, visage boursouflé, désillusion face à une existence, un rôle qui suinte la sueur, le dégoût et la colère intérieure. Et tous les personnages ne sont pas laissés pour compte. Marlène Dietrich, que l'on voit très peu, garde ce côté envoûtant, décrite comme une gitane diseuse de bonne aventure et qui prêtera un avenir sans lendemain à cet homme fascinant qu'elle a bien connu des années auparavant. Jeannette Legge, déjà en mauvaise posture aux mains de jeunes vauriens qui la malmènent, pour ne pas dire autre chose, alors que son mari s'occupe davantage des affaires qui l'emmènera au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Et on peut la découvrir très très belle, très sensuelle. Sa beauté naturelle crève l'écran. Et bien naturellement, on va pas faire l'impasse sur Charlton Heston, immense acteur pour ceux qui l'auraient oublié. Il donne ici une très belle composition, même si parfois on aurait voulu le voir plus prompt à s'occuper de sa femme plutôt qu'au bandit mexicain. Alors le film ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde car le style est très particulier, l'espoir d'une vie meilleure n'est pas de mise ici et peu de personnages sont à sauver. Ils ont tous leur mauvais côté. Welles nous montre le peu d'estime qu'il a envers cette société de la fin des années 50 et pour cela, il nous offre des plans incroyables. Ce film est une leçon de cinéma. Les plans larges, plus resserrés sur les visages, les angles de prise de vue, tout est réfléchi, tout est étudié et travaillé avec l'excellence d'un faiseur de grands films. À noter les tonalités de la musique, enfin, toutes tantôt légères, tantôt pesantes, tantôt assourdissantes, comme dans cette scène d'angoisse au motel. Tout cela ajoute à l'atmosphère emblématique de ce film. Naturellement, vous avez le droit de me contredire dans vos commentaires si vous pensez que ce film ne vaut pas un clou ou s'il ne mérite même pas d'être vu ou alors s'il est surestimé, à vous de me dire. Par contre, si comme moi, vous aimez ce film, n'hésitez pas non plus à me le dire. Je l'avais vu dans sa version studio. Effectivement, j'avais moins accroché. Là, la version de 98 remaniée, c'est tout autre chose. Voilà. N'oubliez pas de partager la vidéo, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner. Passez le cap. Abonnez-vous. Vous avez plusieurs concepts sur la chaîne. Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui vous plaira. En tout cas, je l'espère. Et je vous dis à très bientôt. Bonne toile. Ciao, ciao.
Meep, meep.